Merci d'être resté après cette petite pause technique. Bah oui, vous rêvez pas. La couleur de ce plateau préparé par nos amis du Cube et de la JD Carré a changé. Du vert, nous passons au rose. Mais du social good, nous restons dans le social good. N'oubliez pas la règle du jeu, vous passez un bon moment, vous faites voir ce que vous entendez, entendre ce que vous voyez, grâce notamment au hashtag RDVF et hashtag Social Good Week. Vous posez vos questions sur Twitter et sur le chat de l'émission, comme lors de chaque émission. Il a été nommé par décret présidentiel président du Conseil national du numérique. Il est le fondateur de la Net Squad. Nous sommes heureux de recevoir Benoît Thiolin. Il y a quelques années, il s'est lancé dans une aventure folle en créant la plateforme de crowdfunding pour les associations Hello Asso. Il l'a créée avec Léa Thomasin et il a eu une autre idée folle, adaptée en France, la Social Good Week. Nous avons le plaisir de recevoir Ismaël Lemouel. Il y a un petit côté Ruquier, là, je trouve, là, ce soir. C'est très bien, c'est parfait. C'est l'effet Social Good Week. Merci d'applaudir. Cette émission n'aurait jamais vu le jour sans la rassurance, la constance, la passion, le professionnalisme de mon complice, Nils Aziosmanov, président du Cube. Elle nous rejoindra tout à l'heure pour nous apporter sa touche stimulante, élégante, passionnée. Notre psy à nous, Marianne Mario, sera là. Et il est là et bien là. Il sera le passeur de vos questions, de vos réactions. Nous l'appelons Mister Hashtag. Nous sommes contents d'avoir dans notre équipe Nicolas Opno. Et Nicolas, on va démarrer tout de suite avec vous. Ça démarre très fort. Comment ça va ? Comment ça se passe sur les différents hashtags ? Eh bien, ce soir, nous pourrons recevoir vos questions, comme d'habitude, sur le hashtag RDVF et également en suivant le hashtag Social Good Week qui, depuis mardi matin, bat tous les records, puisque, comme on peut le voir sur le Social Corner, il dépasse les 3 600 000 personnes touchées, avec même un passage au trending topic en début de semaine. Donc on attend vos questions dans la salle ou devant vos écrans et on se fera un plaisir de les relayer à nos invités. Pas de problème, on se retrouve tout à l'heure pour parler de tout ce qui se passe sur le hashtag. Ismaël, on va poursuivre dans cette même dynamique. Cette Social Good Week est complètement folle, il se passe des choses tous les jours, tout le temps, il y a plus d'une 50aine d'événements. Là on est au jour 3 de cet événement, de cette semaine. Comment vous vous sentez ? Comment ça se passe ? Alors, à la fois fatigué et en même temps plein d'enthousiasme, parce que je crois que ça doit être le 9e événement de la Social Good Week auquel j'ai le plaisir de participer. Alors, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on en est au 20e événement de cette Social Good Week, et évidemment, il y en a plein auxquels on ne peut pas participer. Mais en tout cas, ce qu'on voit depuis un peu plus de 48 heures maintenant, c'est énormément d'énergie, énormément d'enthousiasme. Et puis, le mouvement progresse. Chaque année, on arrive à le faire grossir un petit peu plus, donc on est évidemment très très heureux. Benoît, vous êtes un des piliers de cette semaine très spéciale du Social Good Week, du Social Good. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous stimule à ce point-là pour suivre Ismaël depuis le début de cette Social Good Week ? Je crois qu'en fait, Ismaël a été, aujourd'hui ça nous paraît assez évident, mais a été très audacieux au fond quand il a commencé à penser que la convergence, qui est une conviction moi que je partage avec lui, la convergence entre le numérique et on va dire ce vieux monde au fond qui s'était peut-être pas beaucoup adapté à la transformation numérique et surtout au gigantesque pouvoir qu'il lui confère. Eh bien, il y a quelques années, quand il a germé cette idée, je pense que ça m'a emballé de la même manière que lui pour les convictions, je crois qu'on partage tous ici. Et l'idée, c'était de faire quoi ? C'était au fond de populariser cette idée, de donner des illustrations très concrètes de la manière dont le numérique aujourd'hui peut outiller et donc du coup transformer profondément et même inventer de nouveaux types, on va dire, de services, d'aides, de mouvements de solidarité, etc. Tout ça pour faire le bien. Et je pense qu'effectivement, comme ça a été très justement dit dans une de vos chroniques avant, je pense qu'on n'y pense pas suffisamment et qu'effectivement, je crois que vous le disiez vous-même d'ailleurs, le numérique est évidemment une affaire de technologie, mais en revanche, il sert bien d'autre chose que la seule technologie. Et toute cette semaine, on le voit du coup dans la 50aine d'événements. On a un petit jeu dans cette émission, on vous fait réagir sur les images. Ça prolonge le dialogue, ça nous permet de faire des petites incises disruptives pour reprendre des mots à la mode. J'aimerais vous faire réagir sur cette image-là, une image liée à la politique, bien sûr. Autant démarrer toujours dans le même esprit, on démarre très fort. On a vu que des tweets de Najat Belkacem, d'Axel Lemaire, de Patrick Caner également, ils accompagnent la Social Good Week. Est-ce que c'est important, cet accompagnement comme ça, cette reconnaissance de la part du politique ? Est-ce qu'on en a encore besoin ?
Alors oui, évidemment c'est important et évidemment la réponse est oui, on en a encore besoin et je pense qu'on en aura encore besoin dans les prochaines années. Pour nous, le soutien du président de la République depuis l'an dernier a été évidemment un accélérateur très très fort. On a eu la chance l'an dernier d'être reçu à l'Elysée par le président de la République. C'était un signal extrêmement important pour le milieu du social good français. Tous les acteurs qui ont pour la première fois pu rentrer dans ce cercle de pouvoir, découvrir que le président soutenait ce mouvement, c'était quelque chose de très très fort et voir qu'une année plus tard, ce mouvement continue, c'est aussi, je pense, extrêmement important. Puisqu'on est sur le plateau de Ruquier, je vais balancer une petite pique pour rebondir. Vous avez un petit air de Natacha Polony. C'est gentil. Ou de Yann Moix. Encore mieux. Oui, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous disiez, enfin, une personne disait justement à l'ouverture de la Social Good Week à Beaubourg que 9 Français sur 10 ne croient plus aux politiques. C'est des études qui montrent ça. 7 jeunes sur 10 ne sont pas allés voter lors des dernières grandes consultations. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vous qui avez besoin, est-ce que c'est la Social Good Week qui a besoin des politiques, ou est-ce que c'est les politiques qui ont besoin de la société civile connectée pour exister aujourd'hui? Et est-ce que c'est pas plutôt dans ce sens-là qu'il y a du rattrapage à faire? Alors je vais laisser Benoît parce que je suis sûr qu'il aura des excellents arguments là-dessus, mais j'ai quand même une chose à dire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une dynamique où vous mobilisez l'ensemble des citoyens sur des initiatives positives. Je faisais du Ruquier, on est d'accord. Et pourtant avoir aussi cette envie et cette idée de transformer, de montrer que cette transformation numérique peut exister. Nous, ce qu'on voit au quotidien quand on échange avec les équipes des différents cabinets ministériels et des différents ministères, et à l'Élysée également, c'est qu'ils perçoivent bien cette révolution numérique, mais il faut se rendre compte aussi que quand on est au sommet de l'État, eh bien, c'est pas si simple de faire bouger toute cette administration. Et donc, je pense que tous les échanges qui naissent durant cette Social Good Week sont favorables pour que tout ça aille dans le bon sens. Benoît, oui. Moi, je crois que vous avez raison. Je crois que nous sommes en transition, en fait. Il y a des nouveaux pouvoirs qui émergent, et derrière ces nouveaux pouvoirs, en réalité, de nouveaux types de services, de nouvelles valeurs. Je crois aussi une nouvelle culture, au fond. Et l'idée qu'on a vue, que moi je trouve quand même géniale, qui est tout d'un coup que grâce à Internet, eh bien, on va être capable de pouvoir finalement faire quelque chose d'assez simple, mais qu'on va décliner à l'infini, c'est-à-dire se réunir pour s'auto-organiser et faire des choses. Et c'est se faire des choses, en réalité, qu'on est en train de décliner à l'infini. Et c'est bien une redistribution, on va dire, des moyens, des pouvoirs. On parle beaucoup de révolution de l'empowerment, de l'empouvoirment. C'est une conviction profonde. Le problème de cette transition, c'est qu'elle se fait quand même avec encore des pouvoirs qui existent. Et qui ont quand même des budgets, qui quand même votent des normes, qui nous encadrent. Alors on peut effectivement se dire que ces leviers d'action se rétrécissent, que les gens leur font d'autant moins confiance que d'ailleurs ils se focalisent beaucoup trop, à mon goût, sur cette action que les politiques n'arrivent pas toujours à relever. Mais il faut quand même pas dire, aller jusqu'à penser qu'aujourd'hui ces pouvoirs-là sont inexistants. Et donc quand on peut convaincre ces pouvoirs qui existent, ces pouvoirs politiques, mais aussi ces pouvoirs économiques, médiatiques, etc., traditionnels ou classiques, quand on peut les convaincre d'aider à accélérer cette transition et cette transformation, je pense que ça les aide certainement, mais je vous dirais, ça permet aussi une transition en douceur, parce que sinon, on risque aussi de vivre des ruptures plus brutales et plus violentes. Oui, mais justement, pour y aller en douceur, il faut accompagner cette transition, faire de la pédagogie, ce que vous venez de dire. Et enfin, moi, c'est mon sentiment, mais j'ai l'impression que quand on regarde un petit peu le contenu des programmes, tout parti confondus sur les régionales, les enjeux du numérique sont pas véritablement abordés. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur la question du travail, tout un tas de grands sujets de société. Et finalement, ça crée encore plus de tensions, encore plus d'incompréhension, de malentendus, de colère. Regardez ce qui s'est passé avec Uber, par exemple, et les taxis. Est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment, j'entends ce que vous dites, mais que la classe politique, globalement, aujourd'hui, n'a pas encore véritablement intégré ça dans son discours? Si, non, enfin, je veux dire, je le dis un peu... tout parti confondu. Non, mais bien sûr, de toute façon, c'est pas forcément nécessairement partisan. Je vous dirais même que d'ailleurs, pour moi, je pense que le monde qui est en train d'émerger est en train, en réalité, en même temps, de construire de nouveaux clivages. Je pense que sur les questions de propriété intellectuelle et de rapport à la connaissance et au savoir, je pense que sur énormément de sujets, y compris économiques, sur le droit social, sur plein de ces sujets, en réalité, les clivages d'hier vont probablement voler en éclats. Ça ne veut pas dire pour autant, et je pense que c'est un point hyper important, ça ne veut pas dire pour autant que
on tombe dans un univers dans lequel, au fond, il n'y aurait plus de clivage, où il n'y aurait qu'un seul monde, qui est celui de la Silicon Valley, qui serait, au fond, notre avenir à tous. Ça, je suis convaincu du contraire. Et pour que ce soit d'ailleurs effectivement pas le cas, c'est-à-dire qu'on puisse reprendre la maîtrise sur ces évolutions, sur ce futur dont on discute autour de cette table, mais encore faut-il avoir plusieurs visions, les opposer, en débattre et cliver, je dirais même, je le dis souvent parce que je pense que c'est un point important, politiser les enjeux numériques. Je pense qu'il y a, je pourrais pas le dire comme ça parce que ça peut donner l'impression que je ramène ça à des vieux clivages, mais au fond, il y a une gauche et il y a une droite du numérique, où il y a une vision progressiste ou moins progressiste, ou libertaire et pas libertaire. On peut débattre à la limite de tout ça, et c'est pas pour le ramener nécessairement aux anciens clivages, c'est juste pour dire que la transformation numérique aujourd'hui est un phénomène absolument sans précédent, et qu'elle bouleverse, y compris le champ politique, et qu'il y a plusieurs évolutions possibles, et que c'est à nous, évidemment, d'en débattre pour choisir laquelle. Ismaël, un complément peut-être? Oui, un complément sur... c'est toujours assez déstabilisant pour moi de voir qu'on est en permanence dans une critique du politique, qu'il soit de droite ou de gauche d'ailleurs, et pour autant, quand il y a des initiatives positives qui sont portées, les citoyens participent relativement peu. Je vais vous citer un exemple très récent, c'est celui de la loi qui est portée par Axel Lemaire, qui a été soumise aux citoyens, qui pouvaient tous participer, donner leur avis, proposer des nouvelles lois, et quand on regarde les chiffres, eh bien, c'est bien, mais c'est pas non plus gigantesque. Vous avez plusieurs dizaines de milliers de participants, quand vous avez plusieurs dizaines de millions de personnes en France qui aiment bien donner leur avis sur la politique. Je trouve que ça souligne réellement ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui critiquent, peu de gens qui participent. C'est ça le prisme qu'il faut réussir à changer, c'est ça qu'on essaye de faire avec la Social Good Week, c'est de permettre à chaque citoyen d'arrêter de critiquer, de s'engager, et il existe plein de plateformes qui permettent de faire ça, qu'elles soient portées par la société civile ou de plus en plus par les politiques. Je pense que ce que dit Ismaël est extrêmement important, parce que dans l'idée de démocratie, il y a l'idée de voix. La voix, c'est non seulement la voix, le bulletin qu'on va glisser dans l'urne, mais au fond, la voix, c'est s'exprimer. Et c'est vrai que le débat est consubstantiel à la démocratie. C'est pas pour dire que c'est dépassé, mais c'est pour dire qu'on a probablement aujourd'hui d'autres formes d'engagement, d'un nouveau type d'institution, dans laquelle ce ne sera pas simplement « je délègue ma volonté » après l'avoir exprimée à des gens qui, en mon nom, vont prendre des décisions, c'est « je vais me regrouper, moi, là, maintenant », pour faire quelque chose avec d'autres. Et ça, je pense que c'est quand même un changement à la fois institutionnel, politique, philosophique, absolument majeur. Et c'est ce qui est, je crois, un des ferments de la révolution numérique. Et je suis convaincu d'ailleurs que les personnes qui sont en ce moment au gouvernement ont très bien compris ça. On était mardi matin au Centre Pompidou avec une vingtaine de projets qui exposaient dans le forum du Centre Pompidou. J'étais à côté du ministre Patrick Kanner quand il a été voir Vox.org, un projet qui pourrait paraître anti-politique, anti-gouvernemental, pas du tout. Et la première question qu'il a eue, c'est mais est-ce que les politiques, les élus jouent le jeu et répondent aux questions? Donc c'est vraiment, je crois, le cœur du sujet de faire en sorte que tout le monde participe, que ce soit les politiques ou les citoyens. Mais c'est la loi du genre. Moi, je suis moins optimiste, mais c'est même pas une question d'optimisme. Je serais plus critique à l'égard de la classe politique que Ismaël à ce sujet. C'est-à-dire, je pense que s'ils voient l'intérêt et s'ils sentent qu'ils ont à accompagner ce mouvement, je pense quand même que fondamentalement, pour l'essentiel d'entre eux, ils ne voient pas ce qu'on vient de se dire là, c'est-à-dire le changement profond, philosophique, politique, et donc aussi institutionnel. Moi, je ne crois pas du tout dans 50 ans qu'on en sera encore à la démocratie représentative telle qu'on la discute aujourd'hui. C'était quelque chose qui a été génial, mais qui a été inventé au début du 19e siècle en Europe occidentale, à l'époque où on écrivait avec des plumes et on se déplaçait avec des chevaux. Je pense que où il y avait 90% de la population qui était illettrée. Je pense qu'aujourd'hui, à la fois parce qu'on change nos rapports aux autres avec le numérique, mais aussi parce qu'on a de nouveaux types de moyens, y compris pour participer, je crois que ces institutions vont probablement voler en éclats. Et dans 50 ans, on rigolera de la manière dont on débattait et dont on construisait nos normes pour vivre en commun. Je rebondis, je ne peux que rebondir là-dessus. Alors, on a vraiment deux super invités ce soir. On n'a pas beaucoup de temps, donc c'est une bagarre avec Éloi pour essayer de choper le micro. Voilà, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de se jeter des clins d'œil. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, donc le Conseil national numérique que vous présidez a fait des propositions dans le cadre des discussions entre l'Allemagne, la France et pour une Europe qui soit plus compétitive sur le plan économique. Effectivement, on voit bien qu'il y a un retard certain quand on voit que les seuls GAFA pèsent plus lourd que
l'ensemble des entreprises cotées au CAC 40 français. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas photo, il fallait agir. Vous êtes intervenu sur des questions d'éducation numérique, l'accès à l'investissement, le régime social et fiscal harmonisé, la coopération européenne renforcée, etc. Tout un tas de sujets merveilleux. Mais donc pour revenir sur ce que vous avez dit juste avant, ça pose, il y a évidemment la bataille économique, mais ça pose en creux évidemment la question du modèle social, du modèle de société vers lequel on va et vers lesquels ces grandes entreprises du numérique, la plateformisation du monde et tout ce qui est derrière, des modèles que ça peut entraîner. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus et le vôtre également. Et je trouve génial quand vous dites dans 50 ans la démocratie sera plus la même. Alors vers où on va, selon vous, avec cette Europe numérique qui va peut-être faire des champions du numérique, mais pour aller vers où, quoi? D'abord, comment dire, il y a plusieurs temporalités dans ces débats. Et donc il faut effectivement, et c'est toute la difficulté, il y a ce qu'on essaie de changer aujourd'hui et de faire en sorte qu'on accélère. On n'a pas la prétention, en convaincant, de voter une loi, de prendre telle décision pour un ministre, de convaincre un ministre, de prendre plutôt telle décision qui nous semble meilleure, etc. Je ne dis pas qu'on va résoudre tous nos problèmes qui se poseront, qui se posent déjà pour les 50 prochaines années, mais on va, je veux dire, faciliter ces évolutions. Ces évolutions, de toute façon, pour une grande partie d'entre elles, elles vont se produire. La question, c'est de savoir comment on les gère et comment on en tire plus ou moins profit pour s'orienter vers telle ou telle direction. Ça, c'est la première chose. Mais il faut aussi se projeter et voir effectivement que, de fond en comble, les institutions qu'on voit aujourd'hui, à mon avis, seront profondément revisitées. Alors, pour répondre sur l'Europe, moi, j'ai comment dire, un rapport un peu ambivalent sur le bilan numérique de l'Europe. Si je regarde, au final, vous avez raison, on n'a aucune ou quasiment aucune licorne, aucune grosse plateforme. On a perdu la première manche du numérique, c'est évident. Mais je vous dirais en même temps, moi je ne suis pas très défaitiste, et je vous dirais même je suis très optimiste. Pourquoi ? Et ça a été un peu dit dans le débat précédent. Pour plein de raisons. D'abord parce que je crois que pour l'instant, ce que l'on a vu émerger reste quand même dans les usages des choses extrêmement passionnantes, le search, les réseaux sociaux, quelques grandes plateformes, mais notamment médias sociaux, débats publics, etc., Twitter, Facebook, etc. Bon. Et ces grandes plateformes sont pour l'essentiel effectivement américaines. Mais si on regarde dans le modèle qu'elles incarnent, ça reste l'économie de marché finalement assez classique. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis quand même intéressé de voir qu'un Blablacar, par exemple, qui disrupte en se mettant dans un positionnement qui est celui au fond d'une économie collaborative, au fond, moi, m'intéresse beaucoup plus et je pense que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard qu'un Blablacar ait été français et qu'un Google ou qu'un Facebook ait été plutôt américain. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il faut qu'on fasse tomber cette idée que la révolution numérique, c'est une révolution qui est californienne. Je ne crois pas. Je crois que parmi d'ailleurs les fondateurs, les pères fondateurs de l'Internet, d'abord il y a quelques Français, il y a beaucoup d'Européens, et on oublie une chose essentielle. La révolution numérique, c'est le réseau, l'ARPANET, qui a été inventé par des Américains, plus le web, qui a démocratisé le réseau, en le mettant accessible à tout le monde. Ça, c'est une invention européenne. Donc si même on fait de l'archéologie de l'invention, ou des fondamentaux de cette transformation numérique, ils sont au moins aussi européens qu'américains. Et par ailleurs, je pense qu'il y a une vision numérique de l'Europe. Elle est aujourd'hui embryonnaire. On en a parlé un peu, et notamment beaucoup avant, le logiciel libre, l'open source, une société de la connaissance ouverte, la protection des droits dans le droit positif et non pas dans le contrat souvent commercial. Je pense que toutes ces choses-là, c'est un socle qui me semble être très européen et que je trouve extrêmement en phase avec les fondamentaux de la révolution numérique. Merci Benoît. Ismaël, une petite réaction à la question de Niels et sans doute aussi à... Alors oui, effectivement, cette fois, mon cher Benoît, c'est moi qui ne partage pas ton optimisme, parce que je pense que si on a perdu la première bataille du numérique, on est en train également de perdre la deuxième. Pour moi, Blablacar est un épiphénomène, tout simplement parce que si Blablacar n'est pas américain, c'est parce que l'Amérique, c'est le pays de la voiture et qu'aux US, le covoiturage, ça ne marche pas. En revanche, ce qui me semble important, c'est que pour que justement cette seconde bataille ne se perde pas, tout ce que tu décris sur cette économie de l'open source, cette économie de l'intérêt général, eh bien, c'est les associations qui l'apportent. C'est pas complètement un hasard si Wikipédia est le 5e site mondial, c'est une association qui l'apporte. Et moi, ce qui me frustre un petit peu aujourd'hui, c'est que cette bataille, cette seconde bataille du numérique qu'on voit bien émerger et qu'on voit arriver, elle ne sera gagnée par l'Europe que si l'ensemble de l'écosystème associatif rentre dans la French Tech. Aujourd'hui, c'est pas
en désaccord là-dessus, je crois. On n'est pas en désaccord, mais c'est pas en tout cas quelque chose qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que quand on regarde l'écosystème d'innovation français, quand vous êtes un projet innovant, eh bien, si vous êtes une association, vous n'avez pas le droit de rentrer dans les incubateurs, vous n'avez pas le droit d'être une jeune entreprise on en revient à ce qu'on innovante, disait vous tout à n'avez pas l'heure, le il y a droit... donc des choses à faire en réalité. Les politiques ont quand même entre leurs mains un certain nombre de leviers qu'il faut utiliser pour permettre ce que tu décris. Et ça dépend complètement d'eux. C'est-à-dire que si ces changements-là n'arrivent pas, si on ne permet pas aux associations de rentrer dans la French Tech, si on ne leur apprend pas cette méthodologie d'innovation qui a été éprouvée dans la Silicon Valley et qui marche très bien sur le modèle associatif, ça n'arrivera pas et on perdra cette deuxième bataille avec, encore une fois, l'économie de marché qui aura gagné. Ça me rappelle pour cette deuxième bataille que quand Jérémy Rifkin est venu ici pour la deuxième fois, il a dit une phrase que j'ai bien aimée, qui était de dire la révolution économique, enfin, l'économie collaborative mais sociale, elle doit commencer en France parce que c'est le pays qui a le plus innové depuis plus d'un siècle dans le domaine de l'associatif, de le mutuel, les coopératives, etc. Alors il a aussi dit un truc qui était totalement faux. Il a dit sur ce même plateau que Blablacar était une coopérative. Je trouve que c'est pas complètement anecdotique. Ça montre que c'est bien vers là qu'on va aller, mais pour l'instant c'est pas ce qui est en train d'arriver. J'espère que d'ailleurs que vous aurez le plaisir et la chance d'accueillir Evgeny Morozov ici d'ici quelques semaines ou quelques mois, parce que je pense qu'il a une vision un peu plus acerbe de tout ça et qu'il pose des questions qui méritent aujourd'hui de trouver des réponses. Je pense qu'il y a, comment dire, on s'obnubile beaucoup sur la question des plateformes depuis quelques années. Et au fond, derrière le débat que tu pointes là, sur des grandes entreprises hyper capitalisées, il y a celle en réalité des plateformes. Bon. Moi, je crois là encore que les plateformes, c'est une des transitions dans lesquelles nous nous trouvons. Mais je ne crois pas qu'il faille. Alors, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Moi, ça ne fait pas partie des choses sur lesquelles je suis d'accord, d'ailleurs, avec Verdier et Collin. Je ne crois pas que la plateforme soit, on va dire, l'aboutissement indépassable de la constitution de nouvelles entreprises dans notre développement économique du numérique tel qu'il est aujourd'hui. Je ne le crois pas. Je crois que c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important, mais que c'est un modèle qui n'est pas nécessairement durable. Et ces fondamentaux, aujourd'hui, en tout cas, ne sont pas soutenables. Et je vous dirais même que les plateformes ont eu un grand mérite. C'est qu'elles ont fait émerger un usage, qu'elles ont unifié sur un standard qui est maintenant partagé dans le monde entier. Aujourd'hui, le search, le média social, le réseau social, un certain nombre de plateformes comme ça ont imposé des grands usages auxquels on est tous habitués aujourd'hui. Bon. Mais je vous dirais, le gros problème, c'est que ça a aussi contribué à une recentralisation, à une reverticalisation de l'Internet. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on en a besoin pour rendre ces services ? En fait, on en aura de moins en moins besoin. Je vous donne un exemple. Le mail. Est-ce qu'il y a une seule plateforme de mail ? Est-ce que les téléphones, il n'y a qu'une seule centrale de téléphone ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on les a rendus interopérables. Parce qu'à un moment donné, ce sont devenus des protocoles d'échange à partir du moment où l'usage, le téléphone, s'était répandu et était connu d'un nombre absolument incroyable de gens. Ce que je veux dire par là, c'est si vous regardez les technologies blockchain, si vous regardez la manière dont Bitcoin aujourd'hui s'organise, on peut voir déjà qu'il y a une réponse technologique et, à mon avis, d'usage, ça viendra, qui remettra en cause aussi la plateformisation de notre économie. Et du coup, donnera, à mon avis, un continent entier aux associations. Exactement, parce que tu citais Bitcoin et je suis tout à fait d'accord avec toi. Le protocole Bitcoin va être soutenu et est déjà soutenu par des associations. Il faut absolument se débrouiller pour que les associations qui soutiennent ces nouveaux protocoles basés sur le peer-to-peer soient basés en Europe et deviennent gigantesques. Et ça, c'est le message principal que vous, Ismaël, depuis le début de la semaine, on l'entend dans les 9 événements auxquels vous avez participé pour l'instant. On entend vraiment ce message. C'est vraiment le message clé en ce moment. Oui, le cœur de notre message dans la Social Week cette année, c'est de dire faisons rentrer rapidement, c'est urgent, les associations dans la French Tech. On a le plaisir de clôturer la semaine avec Axel Lemaire lundi prochain, et c'est ce que je lui dirai également. On a pu, en ouverture, déjeuner avec la ministre, la secrétaire d'État dédiée à l'économie sociale et solidaire, Martine Pinville. C'est ce que je lui ai dit également. Je pense qu'il y a vraiment urgence à intégrer l'ensemble de l'écosystème associatif dans la French Tech. Il en est pour l'instant exclu, il faut vraiment en prendre conscience, parce qu'il en va de l'avenir de cette deuxième bataille du numérique dont on est en train de parler. Un petit détour par le web, Nicolas, Mister Hashtag, que se passe-t-il ? Comment ça va ? Oui, beaucoup de réactions sur le web, vos propos sont bien suivis. On voit que les tweetos, après la technologie, on voit que l'intérêt se porte sur des innovations du type sur la répartition de la valeur, sur le statut des travailleurs. Mais je voulais vous interpeller sur un autre sujet, parce qu'on a beaucoup parlé de la France, de l'Europe, de la Silicon Valley, et comment favoriser les transferts sud-nord et sud-sud ?
Qui veut s'emparer de cette question? Alors, moi, c'est un sujet que je connais un petit peu, puisqu'on a eu le plaisir de lancer il y a maintenant un peu plus d'un mois et demi une déclinaison de la plateforme LOASO, de notre plateforme de crowdfunding en Afrique, à Abidjan précisément. Et donc, on a, vous connaissez, j'imagine, le mouvement du mobile banking. C'est assez impressionnant, hein. D'ailleurs, j'ai eu du coup le plaisir de me rendre en Afrique plusieurs fois cette année. Et en fait, vous vous rendez compte quand vous allez là-bas que juste les usages sur le paiement sont totalement différents, sont totalement en avance. Ils payent avec leur mobile pour la plupart. En fait, le principe, c'est que le taux de bancarisation en Afrique étant extrêmement faible, par contre, tout le monde a un téléphone et du coup, eh bien, les opérateurs téléphoniques, à commencer par Orange, ont pris de vitesse les banques et aujourd'hui, tout le monde paye par son téléphone, par un protocole qu'on appelle l'USSD. En gros, c'est des SMS. Et du coup, l'usage là-bas du paiement par mobile a remplacé la carte bleue avant même qu'elle n'arrive. Et donc, ils sont en avance sur ce sujet-là et on a eu l'opportunité avec Orange de lancer Orange Collect, qui est la première plateforme de crowdfunding en Afrique sur le mobile banking. On a donc fait rentrer la technologie LOASO dans un Nokia 3310. Ce qui est extrêmement intéressant là-dedans, c'est que en réalité, ce transfert technologique, il se fait par un apprentissage mutuel, parce que quand on a été les voir en premier abord, le crowdfunding, ils n'en avaient pas vraiment entendu parler. En revanche, ils avaient un usage totalement différent, et donc on est extrêmement fiers d'avoir lancé cette première plateforme de crowdfunding mobile. Ça n'existe pas encore en France, ça existe déjà en Afrique. Merci Nicolas. Une autre question peut-être? Non? Pas d'autres questions pour le moment. J'aimerais vous faire réagir sur une autre image. C'est un tweet encore. C'est un tweet de Stéphanie Aja, mardi matin, dans ce grand événement à Beaubourg, au centre Georges Pompidou, pardon. Ce tweet, alors oui, nous avons un tout petit retour ici, donc c'est vrai que c'est pas très pratique pour nos invités, mais je vais le lire du coup. Ce tweet: le numérique accroît les possibilités de coopération et permet de façonner un monde à notre image. Et c'est un commentaire de texte de Nathan Stern. Qui était ce matin-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Est-ce que le numérique vraiment là accroît toutes ces possibilités de coopération? On le sent à la fois optimiste et... Ce talk de Nathan Stern, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site socialgoodweek.com, moi, m'a extrêmement impressionné. Il est toujours très très impressionnant sur la théorie, sur la pratique aussi d'ailleurs, parce qu'il a lancé plusieurs plateformes, dont Peuplade et Voisinage. Et ce qui m'a marqué, moi, dans ce propos, c'est que en fait, le monde s'est construit sur des liens, c'est-à-dire sur des liens humains. C'est-à-dire que pour faire des villes, pour faire des nations, à un moment, ça a été une histoire de liens entre des êtres humains. Et ce qui est fantastique avec le numérique, c'est que justement, on est en train d'augmenter ces liens de façon très sensible. En septembre dernier, on était 1 milliard connectés, c'est tellement gros qu'on n'ose pas le dire. 1 milliard de personnes connectées en même temps sur Facebook. Donc ce réseau, ces plateformes dont tu parlais, Benoît, sont là et permettent maintenant de créer ce lien. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette connexion et qu'est-ce qu'on construit tous ensemble? Alors justement, pour rebondir sur Nathan Stern, parce que j'ai aussi beaucoup aimé ce qu'il a dit l'autre jour, alors je vais le citer, j'ai pris un ou deux extraits. Il a dit « Nous passons d'une solidarité descendante à une solidarité distribuée horizontale. Elle renforce l'autonomie des personnes, leur résilience, leur force, mais aussi leur responsabilité vis-à-vis du collectif. » Et donc il dit « Le vrai enjeu, c'est celui de la transformation personnelle, car le numérique n'a pas d'éthique, il nous rend plus performants, mais pas plus humains pour autant. » Je trouve ça fantastique. Voilà. C'est extrêmement clair. C'est pour ça qu'on a choisi comme thématique de la Social Good Week cette année celle de l'humanité connectée, parce qu'on partage cette conviction avec Nathan et avec Benoît, j'en suis sûr, qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que chacun réfléchisse à ce qu'il fait sur Internet, à ce qu'il fait de cette connexion, parce que effectivement, Internet n'est qu'un outil et peut être, comme le dit Bernard Stiegler, un pharmacone, c'est-à-dire que c'est aussi bien le remède que le poison, et donc c'est à nous de décider ce que ça va être. Mais je vais poser une question impossible, mais comment on peut opérer cette transformation personnelle? Quel conseil, par exemple, vous donneriez à vos enfants, si vous en avez? Enfin, comment on va vers cette transformation personnelle? Et c'est surtout, je pense que dans toute société, en réalité, quand il y a eu des pouvoirs qui ont été donnés aux gens, on les a assortis en réalité d'éducation à les utiliser. La démocratie, en fait, elle est inséparable. En France, d'ailleurs, quand on a instauré, un peu installé dans la durée la démocratie, c'est bien parce qu'on a mis en même temps l'école obligatoire pour les enfants et on leur a appris, au fond, à vivre ensemble, tout simplement. Et à utiliser de manière pacifique la démocratie
en apprenant à débattre, en sachant lire et écrire, etc. Bon. Je vous dirais que d'une certaine manière, on a poussé beaucoup ça d'ailleurs au Conseil national numérique, on doit apprendre à lire et à écrire le numérique. C'est-à-dire qu'on doit comprendre cette nouvelle société d'un point de vue d'abord technique, parce qu'elle est aussi technique, il ne faut pas le nier, hein, mais il faut aussi décoder d'une certaine manière les nouveaux pouvoirs et les transformations qui sont en cours. Aujourd'hui, par exemple... c'est le 42, c'est Simplon, c'est ces écoles-là. Non, c'est pas que ça. Ça, c'est la partie technologique. Mais je vous dirais, sur la partie, on va dire, plus politique ou plus philosophique, je crois qu'il faut prendre conscience qu'on a des pouvoirs qui sont infinis. Énormes, en tout cas, par rapport à ceux dont on disposait. Un jeune, aujourd'hui, peut s'exprimer, parler à 3 milliards d'individus. Moi, quand je suis né, je ne pouvais pas parler à 3 milliards d'individus. Il fallait éventuellement que je devienne quelqu'un de très important pour la chance d'être invité sur un plateau de télévision. Combien de personnes avaient accès aux médias? Combien de personnes pouvaient écrire des livres il y a encore 20 ans? Aujourd'hui, vous écrivez un super livre. Je ne dis pas que vous allez nécessairement, mécaniquement être lu par 3 milliards d'individus, mais vous en avez le potentiel. Ça, c'est le bon côté. Mais je vous rappelle que Mein Kampf a été écrit aussi. Donc, si ça a été écrit et diffusé, vous pouvez encore en écrire des Mein Kampf et encore en diffuser encore plus qu'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que pour le simple exemple du livre, mais je pourrais dire la même chose sur le financement participatif, sur tout en réalité ce qui est disrupté par le numérique aujourd'hui, et qui fait que les gens vont disposer de pouvoirs absolument incroyables, il faut leur apprendre à leur en servir. Et c'est vrai que le blues qu'on peut constater un peu de ces dernières années, moi ce que j'appellerais plutôt ça la fin de l'innocence de l'Internet. Mais il y a une espèce de blues aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte, et notamment les geeks, que ce petit espace entre soi dans lequel on était, où certes on était un peu une forteresse assiégée, ignorée par le monde mainstream, et bien tout d'un coup, aujourd'hui, c'est devenu en réalité le monde mainstream. Et que du coup, c'est pas aussi sympathique que ça a été. Regardez juste l'évolution de Twitter en l'espace de 5 ans. Il y a 5 ans, on discutait ensemble avec quelques autres centaines de personnes. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui est sur Twitter. Et du coup, on reçoit des messages qui parfois sont pas toujours géniaux, et beaucoup même sont brutaux, sont violents. Moi, j'ai reçu des menaces de mort sur Twitter, des choses comme ça. Bon, et pourtant, je ne crois pas dire des choses qui sont terriblement... oui, et discuter avec des hommes publics, des femmes politiques ou autres, vous verrez la violence à laquelle ils s'exposent. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 30 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça que la phrase de Nathan est très juste. Je pense qu'on a de nouveaux pouvoirs, on doit avoir de nouvelles responsabilités. Ça s'enseigne. Nathan dit, il faut passer du soldat au sujet. C'est exactement ça, et je pense que ce que disait Benoît est extrêmement juste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un sujet sur l'éducation au numérique, et c'est pas simplement apprendre à utiliser Facebook ou Twitter, ou apprendre à coder, c'est plus que ça, c'est qu'aujourd'hui, chacun est le média, et quand on dit aujourd'hui, je peux toucher 3 millions de personnes, en réalité c'est pas vrai. Soit vous avez appris à le faire, et vous savez comment mobiliser des communautés, et vous allez pouvoir le faire, soit vous n'avez pas appris et vous allez poster votre tweet tout seul et vous aurez personne qui vous retweet. Et du coup, ce qui est extrêmement important à mon sens, c'est justement d'apprendre à l'ensemble des citoyens comment est-ce qu'on mobilise sur Internet, comment est-ce qu'on fait émerger des mouvements, parce que les mouvements haineux, eux, savent très bien le faire. Et donc, pour contrer ça, pour que l'espace du web soit un espace positif, il faut que l'ensemble des citoyens sachent mobiliser autour de soi. Il y a ça, mais je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne à débattre publiquement de manière désintermédiée. Et c'est une révolution, en fait. Cette désintermédiation, elle provoque des révolutions dans le champ économique, dans à peu près tous les secteurs. C'est aussi une révolution dans la relation à l'autre, tout simplement. Et je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure. Alors, éventuellement, quand on a peut-être un peu plus de diplômes que d'autres, ou peut-être qu'on aura plus de facilité à comprendre et à percevoir ces choses-là. Moi, je pense que quelqu'un qui débarque sur Twitter et à qui on n'a pas expliqué qui pouvait s'exprimer, que ça peut être vu par des milliers d'autres personnes. Vous pouvez avoir l'impression d'être dans une bulle, par exemple, sur Twitter. Alors qu'en réalité, ce que vous allez dire peut à un moment donné sortir de cette bulle et être regardé par le monde entier. De la même manière, combien d'enfants ont été victimes en échangeant une photo sur un réseau qu'ils voyaient fermer Facebook, et puis finalement, cette photo va leur poser un problème personnel énorme, parfois les conduire au suicide. Et voilà, ces choses-là, en réalité, elles doivent s'apprendre. Donc, il faut quand même apprendre à débattre, il faut quand même apprendre à servir de Facebook, il faut quand même comprendre, au fond, les nouveaux usages, les nouvelles dérives qu'il y a. Nouveaux pouvoirs, nouvelles responsabilités. On parlait de mobilisation, il y a une autre petite image sur laquelle j'aimerais vous faire réagir, c'est un petit tweet aussi, que je vais vous lire bien sûr. C'est une réaction autour de Simon Willis. Simon Willis, le président de Change, la plus grosse plateforme de mobilisation publique au monde. Il était présent mardi matin au Centre Georges Pompidou. Tout nous y ramène, décidément, c'était l'événement de la semaine, voire de l'année. Il a parlé notamment de la redistribution des cartes dans la démocratie. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans son tweet. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette
cette redistribution totale, est-ce que les plateformes comme Change peuvent vraiment accompagner cette mobilisation, mais et qu'elles ne soient pas réservées forcément à un certain secteur, à une certaine élite? Alors, ce qui est très très clair pour moi, c'est qu'effectivement, il y a une redistribution des cartes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit sur les sites de pétition en ligne ou de crowdfunding, on le voit tous les jours chez LOASO, vous n'avez pas besoin d'être une très grande organisation pour réussir à mobiliser à grande échelle. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute celui de Blue Energy, qui a réussi à une toute petite association. Ils étaient très très peu, et puis ils ont réussi à mobiliser des centaines de milliers de personnes sur leur pétition. Des exemples comme ça, il y en a pléthore, il y en a vraiment beaucoup. On en voit tous les jours, encore une fois, chez LOASO. Ce qui change, c'est justement que si vous avez cette capacité à mobiliser, si vous connaissez la méthode, même si vous êtes une petite organisation, même si vous êtes tout seul, vous avez la capacité à toucher énormément de personnes, et ça, évidemment, ça redistribue les pouvoirs. Ensuite, ça ne veut pas dire que ça change tout, parce que si vous ne savez pas mobiliser, vous avez beau avoir une cause juste, vous restez tout seul sur Internet. Benoît, sur les plateformes de mobilisation, est-ce qu'elles vont mettre en danger justement le politique peut-être ? Non, je ne crois pas qu'elles. D'abord, les hommes politiques s'en servent, ou d'elles ou d'autres. Obama lui-même a, au fond, utilisé des institutions extrêmement classiques en utilisant Internet pour lui, en revanche, court-circuiter, on va dire, le parcours traditionnel d'un homme politique aux États-Unis. Donc, non, je pense qu'effectivement, c'est des choses qui changent énormément. Pour moi, la redistribution ne veut pas dire nécessairement que il n'y aura pas, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, des élites, c'est-à-dire au fond des avant-gardes, c'est-à-dire au fond des gens qui sont plus impliqués que d'autres. Je ne crois pas à un mythe égalitaire profond dans la révolution numérique. Pour moi, c'est plutôt que ça remet en cause en permanence, ça redistribuera systématiquement les cartes et les gens pourront, à leur petit niveau, faire des tas de choses. Mais pour autant, il y aura toujours des gens qui prendront l'initiative et d'autres qui n'en prendront pas. Et je crois qu'il ne faut pas avoir le mythe que tout le monde va forcément le faire, ce serait d'une erreur. Et il ne faut pas nécessairement d'ailleurs s'attrister du fait que tout le monde ne veut pas s'impliquer, c'est aussi normal. En revanche, il y en aura plus. Et ceux qui se sont impliqués un jour, et puis qui un jour s'endormiraient un peu et s'impliqueraient moins, et seraient un peu sur une rente, y compris dans ces secteurs caritatifs, il y en a, eh bien ceux-là, dans le monde de demain, dans celui qui émerge, ils auront du mal à se maintenir. Et même Laure Belot, qui était ici il n'y a pas longtemps, parlait de justement une fracture qu'il y a aussi au sein même des élites, c'est-à-dire qu'il y a les nouvelles élites et il y a les nouvelles élites. Voilà, et que là encore, on voit bien que c'est pas simple. Et je parlais de Change, j'en profite du coup pour lancer officiellement, je déclare ouvert le grand sondage organisé avec la complicité de Change et l'OASO, C, avec la technologie de Social Bucket. Le sondage est le suivant. Trouvons tous ensemble, de manière très collective, un nouveau mot pour dire empowerment. Est-ce que vous avez une idée, messieurs ? Il faut franciser empowerment. Déjà, est-ce qu'il faut franciser empowerment pour vous ? Et puis, si oui, est-ce que vous avez une idée ? Je me suis un peu autoproclamé spécialiste de ce sujet sur Twitter. Ça suscite d'ailleurs toujours les mêmes débats. Oui, je le crois. Je le crois pourquoi ? Parce que je pense que c'est un mot absolument fondamental. Et que, comme beaucoup des mots fondamentaux, il n'y a pas de raison à un moment donné qui ne rentre pas dans la langue de Molière. En revanche, je pense que jusqu'à présent, toutes les tentatives de le traduire ont été mauvaises. Je vous en donne quelques-unes. Capacitation, que je trouve à la fois impraticable et surtout créant beaucoup en fait de malentendus. Parce que en fait, ça n'est pas une des choses très fortes et pouvoir d'agir, qui est un peu mieux parce qu'il est moins techno, mais qui en même temps manque une chose qui me semble fondamentale dans le mot empowerment, c'est l'idée d'un processus, d'une transformation, d'un phénomène, que je crois qu'on ne retrouve que dans ce mot qui sonne un peu faux encore, mais faute de l'avoir répété, et qui est empouvoirment. Je me souviens que la première fois que j'ai entendu gouvernance, alors qu'on disait governance, je me suis dit ça sonne faux. Et aujourd'hui, tout le monde dit gouvernance sans que ça se pose problème. Je vous serais assez prêt à parier que dans 10 ans, on dira empouvoirment sans que ça fasse grincer des dents ou plutôt des oreilles. Peut-être que les dés de ce grand sondage collectif sont déjà pipés, peut-être. Peut-être que ça sera empouvoirment en 2016. Ismaël a une petite idée ? Alors, on n'a pas... non, sinon on l'aurait déjà proposé, cette idée. Donc on n'a pas de mots en meilleur pour l'instant qu'empouvoirment. En revanche, je suis pas non plus très très à l'aise avec ce mot d'empouvoirment parce qu'il a une sonorité un peu bizarre. Alors j'espère en tout cas que ce soit empouvoirment ou un autre mot, qu'il y aura un mot français qui représentera ça parce que c'est important. Et j'espère également que ce sera grâce à cette initiative de change.org et qui est relayée par la Social Good Week qu'on pourra le trouver tous ensemble. Benoît, je vais vous libérer. Il est pile poil 20h45. Ah merci. Quel Nous sommes dans le respect d'un timing très précis. Merci beaucoup Benoît d'avoir accepté notre invitation. Merci, à bientôt. Et à très bientôt.
Nous allons faire une petite résonance. Vous le savez, dans chacune de ces émissions, nous proposons à notre invité du moment de réagir sur l'invité précédent. Ismaël, vous êtes tout seul pour réagir sur Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, c'est donc la résonance. C'est parti. You had this public good, in a way, the ability to search. Vous savez, cette capacité de recherche, ce bien social qui est financé par la publicité, c'est une façon très particulière d'organiser l'économie. La chose très inquiétante aussi de la Silicon Valley, c'est que peut-être qu'à la Silicon Valley, il y avait cette vision qu'ils avaient créée ou qu'ils ont créée tout par eux-mêmes. Ils oublient que c'était le gouvernement qui a créé l'Internet. Ils oublient que c'est l'État qui a permis la création du premier butineur et que sans ces investissements de l'État, ils ne seraient même pas capables d'exister. C'est l'État qui a soutenu les universités, pas simplement la recherche, mais qui a formé les universités qui ont formé ces gens qui sont à la base de l'innovation. Ismaël, je vous ai vu acquiescer régulièrement durant cette petite séquence. Comment vous réagissez, vous, sur ces propos, Joseph Stiglitz? Alors, évidemment, d'une part, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. C'est un des théoriciens qui est très très important dans le champ du social good. Alors, deux réactions à chaud. La première, c'est que, évidemment, c'est tout à fait dérangeant, à mon sens, que l'ensemble, que à la fois ce soit l'État qui ait permis le financement de tout cet écosystème, et que finalement le retour contributif de l'ensemble des grands acteurs soit aujourd'hui relativement faible. Ce que pose en creux la question de Joseph Stiglitz, c'est à mon sens celle du business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il parlait au début de la publicité, ou on le voit également sur les plateformes, les business models qui sont envisagés sont généralement pas très fairs. C'est un sujet qu'on a essayé sur lequel on a beaucoup travaillé chez LOASO, et on est aujourd'hui assez fiers d'être la première plateforme de crowdfunding gratuite en France et je crois au monde, à ma connaissance. L'idée, elle est toute simple, c'est de se dire aujourd'hui, ce ne sont pas les plateformes qui créent la valeur, ce sont les participants à ces plateformes. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est bien simplement, c'est à eux de décider quelle est la rétribution de la plateforme. Donc, notre modèle est extrêmement simple, il peut s'appliquer à l'ensemble des plateformes du monde, à l'ensemble des plateformes de l'économie collaborative notamment. Il consiste à simplement dire, au moment où l'internaute est en train de contribuer à un projet sur LOASO, on lui garantit que le montant qu'il est en train de donner est reversé au projet en intégralité et on lui propose de laisser un pourboire. Je crois que cette question des business models n'est pas assez posée aujourd'hui sur Internet parce que, au final, on parlait tout à l'heure de différents modèles et le modèle de la Silicon Valley repose sur ces business models. Donc il faut la poser, c'est extrêmement important. Niels? Alors, il y a la question des modèles économiques, effectivement, et puis il y a une autre question, un sujet qu'on n'a pas abordé, mais j'aimerais bien vous poser la question. Ma question est un tout petit peu longue, mais je vais essayer de la faire courte. Merci, Niels. Donc on voit que le monde numérique offre des promesses fabuleuses. Alors j'en cite 2-3 dans le désordre: l'électricité gratuite distribuée bientôt en peer-to-peer avec le smart grid, la production collaborative au coût marginal zéro, comme le disait Rifkin avec les makers, la voiture autonome partagée qui réduirait de 90% la circulation en ville et donc avec des gains écologiques extrêmement importants, les fermes urbaines verticales, pareil, avec des gains écologiques énormes, et les circuits courts, l'allongement de la durée de vie. Enfin là, je peux vous faire une liste au Père Noël jusqu'au plafond. Alors tout ça est merveilleux, sauf qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes comme Philippe Biouy qui a écrit L'âge des low-tech, ou encore Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui ont écrit Comment tout peut s'effondrer, qui nous rappellent que, hélas, il n'y a pas de loi de Moore dans le monde physique. Ça veut dire que le problème, c'est que nous n'avons pas assez de matières premières en quantité suffisante pour créer les infrastructures nécessaires à l'échelle globale. On n'a pas assez de silicium, de platine, de lithium, d'aluminium, etc. Donc en fait, toutes ces promesses-là sont possibles, théoriquement en tout cas, sauf que ça sera réservé probablement à des pays riches, à ceux qui pourront accéder à ces matières premières. Alors, est-ce qu'il ne faut pas revoir complètement ça avec un modèle qui ne serait pas French Tech, mais French Low Tech, par exemple? On n'est pas loin de Morozov, d'ailleurs.
Alors, je suis effectivement tout à fait d'accord avec ça, et je ne crois pas que les modèles que promeut notamment Jérémy Rifkin soient la panacée, et je pense qu'ils posent énormément de problématiques. En revanche, ce qui me paraît important, c'est que cette connexion au réseau, elle est déjà low-tech, c'est-à-dire que vous avez Facebook en Afrique sur des Nokia 3310, et vous avez ça dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, la moitié des gens qui sont connectés à Internet sont sur Facebook. Donc, la question que vous posez est intéressante, mais je pense que le fond de tout ça, c'est de se poser la question, est-ce que nous sommes simplement connectés à ce réseau, ou est-ce que nous sommes tous connectés les uns aux autres via ce réseau? Et du coup, si on pense ça comme ça, on n'est pas en train de se demander si on va produire sa propre électricité pour le réseau, on se demande juste comment faire, d'une part, pour connecter un maximum de gens à ce réseau, et de façon la plus low-tech possible, parce qu'on sait bien que dans beaucoup de pays, c'est extrêmement low-tech et ça va le rester. Avec un petit souci qui est qu'on sera 9 milliards d'ici la fin du siècle, et qu'il faudra arriver à faire vivre tout le monde, et avec les problèmes environnementaux qu'on connaît, etc. Donc l'idée de ces plateformes qui peuvent permettre de faire des gains écologiques énormes avec des investissements initiaux, par exemple Rifkin chiffrait à 2000 milliards de dollars l'investissement dans les infrastructures smart grid rien que pour les États-Unis. Donc on voit que c'est des investissements colossaux pour des gains derrière écologiques, par exemple, qui peuvent être très importants, ou même sociaux. Mais on va être 9 milliards bientôt, donc comment, même si on est connecté, est-ce qu'on va résoudre ces problèmes-là ? Alors, comme vous le soulignez, toutes ces hypothèses reposent sur des investissements massifs. Il n'est pas du tout clair en réalité que les États vont les faire. Monsieur Stiglitz le soulignait à l'instant, c'est que tout ça n'arrivera que si les États investissent de façon massive. Quand on voit l'état d'endettement des États, je ne suis pas sûr que c'est pour. Mais Google pourrait le faire. Google pourrait le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est une vraie question. Par exemple, sur l'énergie, la problématique du stockage reste clé. Aujourd'hui, il n'y a pas de système qui permet réellement d'arriver dans le système peer-to-peer dont on parle. On repose quand même à 95% sur l'énergie nucléaire. Donc, entre le discours affiché et ce qui est existant aujourd'hui... Elon Musk investit 5 milliards dans sa Gigafactory pour faire des batteries domestiques. Après, dire quand ça va marcher, personne n'est capable de le dire pour l'instant. Messieurs, une petite trêve. Je vais demander à notre amie, notre élégante amie Marianne Mario de nous rejoindre. Alors Marianne, Ismaël, Marianne, c'est notre psy. Mais c'est notre psy. Venez vous asseoir, Marianne. C'est notre psy, mais voilà, donc il faut s'allonger sur cette jolie table. C'est notre psy, mais nous, c'est pas forcément qu'elle soit psy qui nous intéresse. Nous, c'est Marianne, la charmante Marianne, qui intervient dans chacune de nos émissions pour apporter autre chose, pour nous proposer un petit voyage. Marianne, vous avez quelques petites questions à poser à notre invité, Ismaël. Exactement, une petite interview pour vous connaître mieux, Ismaël, avec une règle du jeu, des questions courtes et des réponses courtes. Et la première, une question transgression. Une question transgression. À quoi ou à qui devez-vous encore régulièrement désobéir pour faire avancer vos projets et vos idées ? En fait, à qui je dois désobéir, c'est essentiellement à ma femme, je pense, parce qu'il y a un sujet important au-delà des différents projets que je mène, c'est que j'ai un enfant de 2 ans et du coup, c'est très très important pour nous, cette éducation. Et donc, vous savez que monter un projet, c'est toujours beaucoup de temps, donc il y a beaucoup d'échanges sur ce sujet-là. Alors justement, que feriez-vous si vous étiez encore plus libre, encore plus créatif, encore plus fou ? Je pense que je monterais c'est pas si j'étais encore plus libre, mais si j'avais plus de capacité à lever des fonds, je pense que je monterais un fonds d'impact investing qui permettrait d'investir dans des associations innovantes. Alors, question future maintenant, puisqu'on est au rendez-vous du futur. 3 verbes qui permettraient de conjuguer le futur avec talent. Alors, partager, agir et aimer. Une petite question paradoxe. Quelles pertes, quels échecs vous constituent, ou le récit d'une erreur salvatrice que vous avez pu vivre ? Oui, parce qu'elle est quand même un peu psychologue aussi. J'ai beaucoup joué aux échecs quand j'étais jeune, et je crois que c'est un des sujets les plus importants en fait, c'est que j'ai eu énormément d'échecs en réalité, et ce qui compte c'est pas le nombre, je crois que c'est une phrase de Churchill, mais ce qui compte c'est pas le nombre de fois qu'on tombe, c'est le nombre de fois qu'on se relève, donc en réalité les échecs on les regarde pas vraiment. Alors petite question pour rire, question société du partage, que ne seriez-vous pas prêt à partager ?
C'est toujours ma femme. Non, alors ça, je m'apprêtais à dire non, on ne revient pas à la première réponse. Autre chose peut-être Non, sinon, moi je pense que, on entre dans cette société du partage, donc en réalité, il n'y a pas grand-chose que je ne suis pas prêt à partager. Alors, presque dernière question, quelle est la source de votre pouvoir de résistance ? Je pense que c'est le contre-pouvoir de la communauté. C'est que justement, je vois à travers la Social Good Week, à travers LOASO, que je ne suis pas tout seul dans le désert et qu'il y a énormément de gens qui sont dans le même mouvement. Donc c'est ça qui permet de résister. Que devons-nous refuser par-dessus tout, selon vous ? C'est la dernière question. Je pense que ce qu'on doit refuser par-dessus tout, c'est le néolibéralisme imposé par la Silicon Valley en ce moment, qui est très très peu discuté. Alors, merci Marianne. Niels. Je ne peux pas ne pas dire que j'ai un magnifique dossier à vous soumettre dès que vous aurez monté ce fonds tout à fait important. Le Cube est un endroit vraiment magnifique. Qui défriche quand même un peu depuis 15 ans maintenant, donc oui. Et qui a des idées de développement. Vous êtes effectivement la preuve vivante que les associations innovent chaque jour et qu'elles méritent d'être encore plus soutenues par l'ensemble de l'écosystème. Merci. Alors moi j'ai une petite question dans la foulée de l'interview. Dans la foulée interview, donc courte, réponse courte. Exactement. Pour une fois, je vais faire court, ça va être fou. Michel Serres dit, pour parler de la révolution numérique, qu'est-ce qui change avec le numérique ? Ou pour faire plus court, qu'est-ce qui ne change pas ? Alors ma question, qui est un peu philosophique, et réponse courte, c'est qu'est-ce qui ne change pas avec le numérique ? Ce qui ne change pas, c'est l'humain qui reste au cœur des choses aujourd'hui et qui doit être repositionné encore plus au cœur des choses. Et je vais proposer à Nicolas, Mister Hashtag, de prendre la parole et une sorte de bilan. Comment ça s'est passé cette émission ? Comment ça s'est passé sur le hashtag RDVF et le hashtag Social Good Week qui cartonne depuis le début de la semaine ? Eh bien, écoutez, les internautes ont bien suivi les débats. Ils ont relayé beaucoup de vos propos. On a apprécié la prise de hauteur et la mise en perspective du débat. Et on a retenu aussi votre désir, Ismaël, de hacker la French Tech. Et on se demande quelles sont les barrières qu'il faut que vous leviez aujourd'hui encore. Je pense que le principal enjeu aujourd'hui, c'est de convaincre Axel Lemaire. Donc je vous invite tous à tweeter sur le sujet parce que c'est Axel Lemaire qui peut faire rentrer les associations dans la French Tech aujourd'hui. On monte un hashtag hack ta French Tech, alors. Exactement. Plutôt que hack Axel Lemaire, ce serait plus respectueux. Hack la French Tech, c'est quand même plus sympa. Lundi soir prochain, nous serons avec Axel Lemaire dans le cadre de la French Tech, pourquoi pas aussi, mais surtout le cadre de la Social Good Week. Bien sûr, vous continuez de suivre le hashtag Social Good Week. Le mot de la fin, il nous reste 1 minute 30. Le mot de la fin, s'il vous appartenait, qu'est-ce que vous diriez ? Juste avant que je remercie, blablabla. Le mot de la fin, c'est que les startups n'ont pas le monopole de l'innovation. Aujourd'hui, il existe des centaines d'initiatives en France, des centaines de milliers dans le monde qui utilisent le numérique au service de l'intérêt général. Il faut les faire émerger et je suis convaincu que dans 50 ans, les géants de l'Internet, ça sera tous des associations. Voilà un joli mot de la fin. Merci Ismaël, merci Benoît Thiolin d'avoir été avec nous pour cette 35e soirée des Rendez-vous du Futur. Merci aux coproducteurs, la JD Carré, le Cube, l'agence Triple C, à notre partenaire, le Digital Society Forum d'Orange. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous encourager. Prenez votre agenda, comme à chaque fois. Je vous insigne l'ordre de noter des petites choses dans votre calendrier. Demain matin, oui bon c'est un petit peu raide, mais demain matin au Sense Cube dès 8h30, c'est un peu raide aussi. Au Sense Cube à Paris, c'est parfois un petit peu raide pour ceux qui ne sont pas à Paris, mais c'est un joli événement dans le cadre de cette Social Good Week. Un petit déjeuner organisé par notre partenaire, le Forum Changer d'air, dans le cadre du coup de cette Social Good Week bien sûr. Le thème est simple et le thème est vaste, la jeunesse et l'éducation de demain, tout ça en 1h30, avec le philosophe Vincent Cespedes qui était déjà venu ici sur ce plateau, et Alizé Lozakmer et Caroline Delbois de Make Sense. Vous notez également le 24 novembre pour le prochain Rendez-vous du Futur avec Francis Jutan. Francis Jutan est directeur général adjoint de l'Institut Mines Télécom. Et le 10 décembre, vous avez rendez-vous ici même également pour la Revue du Cube. À bientôt, à tout de suite, sur les réseaux bien sûr.